Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Messieurs, dans la vie, tu sais, ça arrive, hein, on ramasse des petites affaires, on fait des petites collections là-dedans. Quelque chose que je ne m'attendais jamais à faire en embarquant dans toute cette histoire de médias et de journalisme. On le voit en arrière de moi, là, c'est de ramasser les accréditations. C'est comme mon petit bonheur. Mon petit bonheur à moi. Puis là, en fin de semaine, crime, en plein milieu juillet, il y a comme une compétition de shootout, là, de tir de barrage qui se donnait à Boisbriand. Je suis allé pour la job, c'était super le fun, super bel événement. Il y a eu des belles histoires. Hey, je pense que je suis rendu comme à presque une douzaine. Là. Puis ça date de quoi? Des 12 à 15 derniers mois, genre? J'en avais ramassé un petit peu avec l'Alliance de Montréal. OK. Quand j'ai couvert pour aller pour 300. T'es gardes-tu, toi, Pop, les accréditations? Moi, sont accrochés dans mon miroir de char. Tu sais, le miroir au milieu, là. Ouais. Ça te bloque pas à vue? Non, même pas. Même pas, ça me bloque même pas à vue. Fait que Sinon, moi, tu j'accroche là, puis c'est comme là, je les garde. Eh mon Dieu. J'ai vu un truc sur TikTok, soit dit en passant. Là. Quelqu'un qui fait un cadre avec toutes les petites accréditations. Mais comme il y en a une que j'aimerais avoir là-dedans. Là. C'est quelque chose de LNH. Ouais. Surprise, hein? Pourquoi pas? Quelqu'un qui fait des médias veut couvrir Canadien de Montréal. Qui l'eût cru? Ben, mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode de la Triple Menace. On est aujourd'hui le 12 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du soleil. J'espère que, écoutez, vous tenez bon parce que là, écoutez, c'est les vacances pour la bonne majorité des Québécois qui s'en viennent. Alors, j'espère que vous saurez en profiter. On est comme à l'habitude avec Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget. Messieurs, comment allez-vous? Moi, Mio, officiellement, là, je peux officiellement t'annoncer que je suis un pigeon. Pourquoi? Je suis un pigeon cette semaine parce que j'ai repensé à un épisode précédent de la Triple Menace environ il y a 3-4 semaines. Là. J'ai acheté Black Ops 1 puis Black Ops 2 hier soir. Ah! Je suis un pigeon. Yes! Ça n'a aucun sens. Yes! J'ai été converti. J'ai commencé à jouer un peu hier soir puis un peu à matin. Puis je pense que ça devait faire genre 12 ans que j'avais pas joué. Genre un Call of Duty Online, ça devait faire genre 12 ans que j'ai pas joué à ça. T'étais-tu genre Celtics Shaquille O'Neal? Oh, je suis Bully Cheeks ass en ce moment. Bully Cheeks ass. Puis surtout parce que moi, les seules expériences en ligne avec Call of Duty, c'était les Modern Warfare. Spécialement le 2 et le 3. Fait que tout ce qui est Black Ops et Black Ops 2, je connais pas les maps. Je connais pas comment ça se joue. Je connais pas les guns. Fait que je me fais violenter en ce moment. Mais ça m'a coûté 60$ pour les deux jeux. Fait que je suis pas trop encore satisfait. Mais là, je regarde encore ça. Là, j'ai GTA 6 et le remaster de Dynasty Warriors 3 que j'ai même pas encore payé. Fait que mon portefeuille souffre en ce moment, jeu vidéo-wise en ce moment. Félix, as-tu gamé cette semaine, toi? J'ai un peu. Il y a eu la sortie de Palworld qui m'a ramené un peu dans la version qui était comme en pré-sortie dans les 2 dernières années. Ça m'a ramené un peu avec des amis. On a passé des soirées dans les derniers jours là-dessus. Mais un peu moins de temps. Mon été, je dirais, pour le moment, est pas mal occupé et ça n'ira pas en s'améliorant. Fait que content d'avoir du temps pour ce podcast-là pour le moment. Puis d'ailleurs, on en profite si vous voulez le mois d'août. Il va y avoir un peu de comprendre, comme à l'habitude, quelques semaines off au mois d'août. On vous reconfirmera en temps et lieu, mais c'est solide pour ça. Mais avant qu'on s'en aille, on vous prépare quelque chose de spécial. La semaine prochaine, dimanche le 19 à 20h en live, le premier live de l'histoire de la Triple Menace. En live à 20h. On va recevoir les boys de Passion MLB qui vont venir, qui sont les habitués du live. On a fait un live avec eux il y a quelques années sur leur plateforme. Et on va faire un show à saveur très baseball. C'est pas mal le seul sport qui roule à ce temps-ci de l'année. Show à saveur baseball. On est très content de les recevoir. C'est pas la première fois qu'ils sont là.
Je pense que c'est des invités que vous appréciez beaucoup aussi. Fait qu'on est bien content de les recevoir à nouveau pour un autre show en live cette fois. On teste des petites choses. Peut-être que si ça vous répondait bien, peut-être que c'est quelque chose qu'on va pouvoir retenter à l'automne, mais on est très content de les recevoir la semaine prochaine. Donc, marquez ça à votre calendrier. Dimanche, dimanche, le 19 juillet à 20h avec les boys de Passion MLB sur toutes les plateformes de la Triple Menace. On se met là-dessus cette semaine. On va vous montrer ça sur nos réseaux sociaux à plusieurs reprises. N'oubliez pas, il va y avoir des rappels. Oui, dans tous les cas, vous pouvez passer par nos plateformes sur les médias sociaux pour rester informé. Que ce soit Facebook, Instagram, on est sur ces deux plateformes. On vous invite à aller mettre un petit suivi sur ces plateformes-là. Avant qu'on aille justement sur les nouvelles qu'on a à jaser, on a toujours du beau stock à jaser. Écoutez, où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai comme perdu mon idée. Dans tous les cas, écoutez, mesdames et messieurs, on va embarquer tout de suite dans les nouvelles parce que on vous avait posé une petite question sur les réseaux sociaux cette semaine. Puis, ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas parti générique. Fait que, Pop, ça tente-tu de partir le petit générique? Ah oui, donc. Ah, le clocher de l'église, puis au moment qu'on enregistre, il n'est pas midi, il est 1h56. Si quelqu'un devait entendre ça dehors, un clocher d'église, voyons donc. Ouais, c'est le perron d'église. Mesdames et messieurs, comme à chaque semaine sur les réseaux sociaux, on vous pose une petite question, on vous invite à réagir et on va lire ce qui est écrit. Mon Dieu, ce qu'il y en a cette semaine. Cette semaine, on vous a posé sur le perron d'église. Voudrais-tu voir Patrick Kane ou Anthony Mantha à Montréal? Bien sûr, les deux joueurs sont toujours disponibles et on est allé dans toutes les directions pour ces réponses-là, et tant mieux. C'est ce qui fait une belle démocratie. On a bien sûr, des gens qui disent, bon, écoutez, si on était en 2016, je serais excité. Des gens, bien sûr, qui disent, Ce qui honnêtement était ma réaction quand j'ai vu ça un peu. J'étais comme en 2017, là, ça aurait fait des chiffres incommensurables. Donc, bien sûr, il y a des gens qui se sont dit non, merci, tu sais, aucun des deux. Bien sûr, il y a des gens qui vont mentionner comme quoi Anthony Mantha a la tendance parfois de jouer un match sur 6, sinon d'un certain historique de blessure. Il y en a qui disent Patrick Kane à rabais comme l'an passé, qui était 3 millions de dollars, ça serait une bonne police d'assurance, un vétéran avec l'absence de Brendan Gallagher. Parfois, une ligne même où Patrick Kane peut venir remplir avec Suzuki Caulfield. D'autres vont dire, bien sûr, ce sont des joueurs finis, mais souvent, surtout ce qui revient, c'est aucun des deux. On est pour les jeunes. Messieurs, est-ce qu'il y a de quoi en faire là-dessus? Là, je sais que c'est pas le... On check un peu là, qu'est-ce qui reste pour une possible liste de magasinage. C'est deux joueurs qui sont encore disponibles. C'est deux noms quand même de bonne mesure. Est-ce qu'il y a de quoi faire avec ça? Est-ce qu'on s'emballe pour rien? Comment on voit ça? Écoute, ce qui a circulé, du moins dans le cas d'Anthony Mantha, je vais parler pour lui. C'est Marc-Olivier Baudouin qui est sorti cette semaine comme que le Canadien aurait de l'intérêt pour ses services. Il mentionne que c'est quand même relativement improbable dans le sens où Mantha cherche un contrat à long terme, le Canadien veut seulement lui offrir du court terme. Et ça, je pense que c'est l'élément qui est vraiment central dans tout ça. Je pense que le Canadien ne dirait pas non à acheter ces gars-là pour 1 ou 2 ans, mais je pense qu'il n'y a personne qui veut un long contrat avec aucun de ces deux gars-là. Personne ne va aller dans du 4-5 ans. On croit quand même en nos jeunes et tout, mais tu sais, oui, c'est bien beau le virage jeunesse. Je suis pour ça et tout aussi, là, mais tu sais, est-ce qu'on veut vraiment une autre année avec Ivan Demidov qui est pris avec, disons, Newhook et Kapanen? Tu sais, je ne dis pas qu'Anthony Mantha est le sauveur, je ne dis pas qu'Anthony Mantha, c'est le gars que tu vas pouvoir mettre avec Demidov pour les 8 prochaines années, puis tu vas être en business, mais pour 1 an, ou 2, disons, là, tu pourrais faire payer qu'un gros bonhomme de 6 pieds 4, 230 livres, qui vient de marquer 30 buts l'an passé. Puis tu pourrais faire vraiment pire que d'aller chez Patrick Kane, qui, dans un monde idéal, serait un peu ce qu'Ivan Demidov va devenir. Patrick Kane, à son prime, était un des meilleurs joueurs offensifs de toute la ligue. Le voir donner quelques conseils, il mentorerait un peu Ivan Demidov, ce serait quand même cool. Est-ce que je m'attends à ce que ces deux gars-là arrivent à Montréal? Non. Est-ce que je serais fâché qu'un des deux arrive? Absolument pas. Je trouve que ce serait une super bonne nouvelle d'avoir au moins un de ces deux gars-là. L'argent ne me dérange pas trop, là, mais c'est surtout au niveau du terme. C'est là, je pense que c'est. Puis je pense que la direction du Canadien pense un peu la même chose. 1 an, 2,
peut-être 3, mais pas plus que ça. Tu sais, même 3, je pense que ça commence à être beaucoup. Puis oui, Manta cherche le long terme, mais éventuellement, si l'offre à long terme qu'il recherche ne vient pas, peut-être que c'est là qu'il va se dire, ben, tant qu'il y a signé un contrat à court terme à quelque part, je suis bien allé à Montréal, ou je suis bien allé au Québec, puis tout, d'où est-ce qu'il vient. Tu sais, c'est peut-être dans ce scénario-là que ça prend. Moi, je trouve surtout que le fit est plus naturel avec Anthony Manta parce que Patrick Kane et Ivan Demidov, c'est correct. T'sais, sur papier, c'est le fun. Le niveau d'habileté sur ce trio-là serait incroyable à regarder. Là. Visuellement, là, à la télé, ça serait beau, là, mais personne ne complète personne en ce moment. Puis, on est encore dans une étape où Ivan Demidov préfère encore distribuer la rondelle au lieu de prendre un tir qui en est quand même pas élite, mais il est quand même mieux qu'on pourrait le penser. Là. On pense notamment à les buts sur réception qui marchent peut-être une fois sur 10, mais quand ça marche, il y a quasiment l'air de Prime Ilya Kovalchuk quand il fait là-dessus. Fait que moi, je verrais plus un Anthony Manta sur l'aile gauche, mettons, avec Ivan Demidov à droite. Et Oliver Kapanen, Alex Newhook, whatever. Là. Mettons, là, on fait juste se fabuler là-dessus. Mais écoutez, Anthony Manta, il y a quelqu'un qui a dit que les deux étaient finis, là, mais il y en a un qui a 38 ans, puis il y en a un qui va en avoir 32, genre le mois prochain. On va se calmer un peu. On n'est pas encore rendu à la même étape de carrière entre Patrick Kane et Anthony Manta. Non. Mais moi, surtout, ce que je dis, c'est que Anthony Manta vient de sortir d'une saison de 30 buts et de 65 points. Il n'avait jamais fait 50 points une fois dans sa carrière avant la saison dernière. Est-ce que ça permet un peu de dire qu'il y a encore de la place pour lui dans la Ligue ou de moins de se dire, est-ce qu'on a peut-être bénéficié d'un temps de jeu ou peut-être de certains coéquipiers de se dire peut-être que c'est juste une merveille pendant une année puis après ça, on se laisse là-dessus. Mais dans le cas d'Anthony Manta, je comprends pourquoi on va aller chercher. Là, on est allé chercher la meilleure saison et de loin offensivement depuis le début de sa carrière. Ouais. Mais pour moi, Montréal, c'est comme un peu, je disais avec Kirill Marchenko. C'est pas ça la priorité. Ouais. Puis Manta, je pense que si Manta arrive à Montréal, il ne faut pas le voir comme le gars qui va encore marquer 30 buts, faire 65 points. Mais ça reste qu'on a vu que ça a fonctionné pour lui à Pittsburgh. Puis jouer avec Ivan Demidov, on vient de voir Oliver Kapanen marquer 22 buts. Sans dire qu'Anthony Manta serait pas. Peut-être que Manta marquerait 25 buts, mais je veux dire, en assumant qu'il joue une saison complète, ce qui a souvent été un enjeu pour lui, ça n'a pas été un enjeu la dernière saison, on va espérer que ça se poursuive. Mais tu sais, s'il arrive à Montréal puis qu'il joue avec un comme Ivan Demidov, tu sais, sa job, c'est assez simple. Là. Utiliser son bon tir puis aller chercher les rondelles dans le coin. Puis ça, on sait qu'il est capable de faire ça. C'est ces deux qualités qu'on sait que ce gars-là a toujours eu. Puis on parle tellement comme quoi cette équipe-là a besoin de se grossir, d'aller chercher des gars qui sont capables de jouer du coude. Anthony Manta est un des très gros attaquants de la Ligue. Il a 6 pieds 4, 230 livres. Il y a du muscle après ça. Puis ce serait quand même. On voulait Matthew Nice. Je suis en train de comparer les deux, là, mais en termes. Parce qu'on voyait Nice comme étant le gars physique pour compléter un peu Ivan Demidov. Ben, Manta, dans une très moindre mesure, il a un âge plus avancé et avec plus de points d'interrogation. Ça reste quand même quelque chose qui se défend à l'idée de mettre Anthony Manta à court terme. Encore, je le répéterai pas assez, là, mais à court terme sur un trio avec Ivan Demidov. On connaît l'enjeu et maintenant à la maison, on connaît ce que vous en pensez. Beau débat à avoir, mais c'est sûr que bon, il y a aussi l'argument québécois. Hein, on aimerait bien en avoir, puis tu sais, qui ont du petit pep offensif, surtout comme Anthony Manta a eu la saison dernière. On va s'en réjouir. Messieurs, il y a aussi, bon, on parlait Canadien un petit peu cette semaine. On a eu aussi une petite signature là, rapide de contrat. Là. Pop, je sais que toi, tu t'es pratiqué à prononcer son nom. Là. Si je te dis Bogdan, tu dis Konyushkov. Konyushkov, fantastique. En fait, j'aurais dû faire la joke et dire Bogdan Marjanovic, mais j'ai pas trop tard. Qui signe son premier contrat avec les Canadiens. Comme quoi, tu sais, on parlait il y a 2 semaines ou la semaine dernière hein, de cette armée rouge du Canadien, l'influence Nick Bobrov et à quel point il profite beaucoup du fait qu'il y a un bon laissez-passer pour aller en Russie et plus facile d'aller dépister du monde.
Écoutez, ça se dément pas, hein, cette histoire de Russe chez les Canadiens. Hein? Là, je pense que je l'avais déjà mentionné, on est en train de devenir les Capitals des années 2010. Là. On rassemble tout le talent russe parce qu'Alex Ovechkin était là. C'est parce que vous pensiez que le bleu, blanc, rouge, hein, c'était comme pour, tu sais, comme dans la chanson de Loco Lacasse, hein, pour le blanc pour l'hiver, bleu comme le Saint-Laurent, rouge pour le sang qui coule dans nos veines. Mais non, dans le fond, ce sont parce que c'est les couleurs du drapeau de la Russie. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça. Je pense pas qu'on veut trop s'associer à la Russie. Là, on aime ses joueurs, peut-être moins le pays en ce moment. Là, mais... Absolument. Absolument, Félix. 100%. Puis écoute, Konushkov, oui, c'est pour ceux qui le connaissent un peu moins, choix de 4e ronde de l'équipe en 2023. Fait un bout qui est dans le giron de l'organisation, est en Russie depuis ce temps-là. On se demandait s'il allait faire le saut un jour. Il va avoir 24 ans au courant de la saison. Mais ce qui est intéressant avec cette signature-là, c'est qu'il a résilié son contrat en Russie pour signer un contrat avec le Canadien qu'il a immédiatement renvoyé en Russie. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de la saison, on n'aura pas besoin de se battre avec son équipe de « Ouais, pouvez-vous comme déchirer son contrat pour qu'il s'en vienne? » Puis on aimerait vraiment ça de l'avoir. Là, c'est réglé. Le contrat est déchiré. Puis dès que sa saison finit en Russie, c'est ciao bye, puis il s'en vient ici. Puis il va arriver mature. Il va arriver à 24 ans, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'espoirs qu'on a vu dans les dernières années. Est-ce que ça va être un gars de la Ligue nationale? Le fait qu'il soit droitier lui donne une chance, du moins. Sinon, la Ligue américaine, peut-être pour finir la saison, peut-être l'an prochain, va se battre pour une place au camp. Mais c'est un défenseur particulier, Konushkov. Plus j'écoutais, le nom m'échappe de qui a fait cette comparaison-là, mais une comparaison avec Alexandre Carrier, puis je vois quand même d'où ça vient. C'est pas un gros bonhomme, c'est un gars qui est constant, qui bouge bien avec la rondelle, qui était capitaine de son équipe en Russie à 20 ans, ça, il faut le mentionner, là, c'est quand même digne de mention. Et un gars qui, surtout, point intéressant, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, là, l'an dernier, a joué avec Gleb Pugachev aussi. Avec le nom de l'équipe m'échappe encore, là, mais les deux ont joué ensemble dans la KHL. C'est les 13 matchs de Pugachev dans la KHL. Il y avait Konushkov à la ligne bleue de cette équipe-là. Fait que peut-être qu'il y a un lien là aussi. Peut-être qu'on se dit que c'est une façon d'attirer Pugachev. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un bon canal de communication avec cette équipe-là. Et c'est un bon signe si on trouve que dans un an, on se dit ça va bien pour Gleb. On aimerait peut-être ça l'amener soit à Laval ou à Montréal dans un an avant la fin de son contrat. Puis de voir qu'il y a un canal de communication entre le Canadien et cette équipe-là, ça reste quand même un bon signe pour ça aussi. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Non? Je vais juste répondre à ta question, Félix. C'était le Nizhny Novgorod. Novgorod en Russie. Puis tu vois, Alexandre Carrier, c'est intéressant. Moi, ce que je vois un peu, là, puis il y en a qui traçaient un peu la comparaison. Si, mettons, Bogdan Konushkov devient à ce que Mark Streit est devenu il y a quelques années avec Montréal. Mark Streit est arrivé en Amérique du Nord quasiment à l'âge de 26 ans, puis il a connu quand même relativement longue carrière dans la Ligue nationale après avoir passé plusieurs années en Suisse. Pour moi, ça peut être ce genre de défenseur-là qui arrive avec des qualités qui sont peut-être pas, sont un petit peu moins présentes dans la présente brigade défensive, puis qui peut utiliser ces attributs-là pour se construire une petite place, puis continuer son développement un peu. Mark Streit, moi, je me souviens quand il est arrivé à Montréal, on était comme, mais c'est qui, lui? Il arrivait un peu comme un alien, un peu. Puis, je vois un peu le même genre d'histoire. Un gars qui se développe sur le tard aussi. Fait que, peut-être qu'on a... Je dis pas qu'on va nécessairement avoir le prochain Mark Streit parce qu'on s'entend, Mark Streit, et ça, il faut quand même le rappeler, a déjà fait une saison 60 points avec le Canadien. Ben oui. Ça n'arrivera pas. Non. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça s'est passé. Mais, ce petit genre de défenseur-là qu'on va chercher late un peu, moi, ça peut être déjà une petite victoire de juste l'amener en Amérique du Nord puis de l'amener dans le giron du Canadien pour un choix de 4e ronde du fin fond de la Russie. Là. Ben, c'est ça. Puis écoutez, ben trop tôt pour en parler, hein, pour probablement le 12e, peut-être 10e défenseur des Canadiens en ce moment, là, quand on regarde ça, c'est gentil. Mais... Oui, c'est la bonne discussion de mi-juillet. Hein, ça, on s'entend là-dessus. Écoute, la bonne nouvelle, si tu veux vraiment j'en trouve une, là, ça fait quand même que la position de défenseur droitier, qui est probablement la plus grande faiblesse, là, on a Bryce Pickford sous contrat, on a Bogdan Konushkov sous contrat. Pickford va manquer les premiers mois de la prochaine saison à cause d'une opération à l'épaule, mais tu sais, au moins, on va se donner des options
pour la fin de la saison et ou le début de l'an prochain. Noah Dobson va être là. Alexandre Carrier, joueur autonome quand même éventuellement. Ça va devenir un enjeu. Est-ce que David Reinbacher va être capable de se faire de la place au camp? Est-ce que Konyushkov, est-ce que Pickford vont être capables de le faire? Est-ce que Riley Walsh, qu'on vient de signer en provenance de Russie, va avoir une carrière un peu à la Chris Weidman, qui s'exile en Russie après une couple d'années dans la Ligue américaine, qui revient et qui finalement n'est pas un vilain 7e défenseur. Lui aussi pourrait se mettre dans le portrait, mais je pense qu'on le voit plus à la balle. Fait que, tu sais, pour une organisation qui a déjà tellement eu de misère à trouver des défenseurs droitiers, le fait qu'au moins on ait des options, même si bon, il n'y a pas rien de particulièrement excitant, sauf peut-être Reinbacher et évidemment Dobson et Carrier, ça reste quand même qu'on se donne une coupe de cartes, puis sans avoir de gros as dans sa manche, tu as une coupe de possibilités que tu dis, ben, s'il y en a un qui fonctionne là-dedans, on va être en business. Ouais, je complète ça. Ça demeure la discussion sur. Oui, tu vois, sur des enjeux, tu sais quoi, regarde. On verra là-dessus. D'ailleurs, Dan Milstein, hein, on blague un peu là, du fait que c'est comme la pépinière des joueurs russes. Dan Milstein qui retweet encore qu'il y a encore une grosse nouvelle qui sort de Montréal, 3 petits points. Moi, là, mon chapeau en aluminium, là, ces temps-ci, là, moi, je me dis là, que d'ici 2 ans, là, Dan Milstein va travailler pour le Canadien. C'est pas impossible. Ça, là, si je mets mon chapeau d'aluminium puis on rentre dans les théories du complot puis vraiment les hot takes lointains, là, moi, je verrais pas. Moi, je vois un monde où ça reste improbable. Mais que Dan Milstein quitte le monde de l'agence puis vient signer avec le Canadien de Montréal dans l'état-major. Ouais, mais tu sais, c'est un agent, mais tu sais, c'est aussi entrepreneur. Tu sais, est-ce qu'après ça. Ouais. Ah oui. Travailler. Mais c'est mon chapeau d'aluminium. Prenez pas ça trop au sérieux. Là. Et voilà. Messieurs, avez-vous vu ce qui se passe en ce moment, là, la Coupe du Monde? Avez-vous vu un petit peu ce qui se passe avec ça? Hein? Non, vous n'avez jamais entendu parler. Coupe du Monde qui... C'est quoi ça? OK. Le tournoi de drop de bras de la FIFA pour faire gagner l'Argentine. Ah, c'est ça que tu parles! C'est certainement quelque chose qui revole. Puis, tu sais, c'est quoi le plus drôle là-dedans, Pop? C'est que, pas que la FIFA s'en cache pas, mais, tu sais, on dirait presque qu'ils s'en cachent pas. Puis, tu sais, on parle de chapeau d'aluminium. Je n'irai pas jusqu'à dire que, effectivement, il y a un complot pour faire gagner l'Argentine. Mais, tu sais, quand l'Argentine gagne. Bon, après ça, on a eu toujours des questionnements à propos de l'arbitrage. Le lendemain, tu as le match France-Maroc et tous les arbitres sont argentins. Tu sais, c'est comme, il essaie pas de s'en défaire. Au moins, ils n'ont pas eu pour le match de l'Argentine. C'est ça aurait été... Ouais, ça, mon Dieu. Genre, comment tu défends ça? Puis, dites pas que c'est impossible, la FIFA serait capable de le faire, là. Ah, écoute, hein, on a eu l'histoire du carton rouge il y a une semaine ou deux, là. On peut pas enlever ça. Hein? Mais hey, moi, les gars, là, mon histoire préférée en ce moment, là, moi, vous savez, je suis un romantique, moi, du sport, puis des petites histoires sportives. Puis, bon, c'est sûr, vous avez vu les images. Hein? Quand l'Angleterre gagne, c'est la grosse célébration avec Wonderwall d'Oasis. Puis, en ce moment, les frères Gallagher, au lieu de se taper dessus, ils devraient être en train de se donner des câlins à quel point leur chanson doit fonctionner en ce moment. Guilty! J'ai écouté du Oasis cette semaine à force de voir les joueurs anglais célébrer. Mon histoire préférée en ce moment, c'est aussi avec eux, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui est cette sensation. Je veux dire, le gars, il a 22-23 ans, genre Bob Félix. Qu'est-ce qu'on faisait à 22-23 ans? Tu n'es pas en train de carry l'Angleterre. Moi, à 23 ans, je suis en train de faire ce podcast-là aujourd'hui avec vous. Moi, à 23 ans, c'était... 23 ans, je suis arrivé en Abitibi. Ah! J'arrivais en Abitibi à ce moment-là. Mais écoute, Mio, est-ce que si moi j'ai été un pigeon pour les jeux vidéo, est-ce que tu vas devenir un pigeon et tu vas acheter un billet pour la tournée internationale de Oasis avant qu'il se plaide pour une énième fois encore? J'ai considéré l'été passé qu'on soit là tantôt. Mais là, maintenant, écoutez, Jude Bellingham est vraiment comme le catalyseur de cette équipe de l'Angleterre. Il y a 6 buts. Puis, tu sais, c'est un joueur c'est un milieu de terrain. Donc, tu sais, oui, ils peuvent marquer des buts, mais tu sais, c'est pas un avant comme Harry Kane, par exemple. Sa job, c'est de marquer des buts. Hein? Et donc, 3 performances de 2 buts pour Jude Bellingham dans cette Coupe du Monde. Puis, c'est rendu que quand
quand il gagne le match, l'Angleterre, c'est pas seulement Wonderwall qui a son moment de gloire, mais aussi les Beatles avec Hey Jude. Puis, man, tu vois le gars qui s'arrête, il regarde la foule, puis il devient émotif. Puis, je vous l'ai dit, j'étais le romantique du sport. Moi-même, je deviens émotif à regarder ça parce que, tu sais, ils l'ont pas facile non plus, les joueurs de soccer. Oui, ils sont grassement payés, mais tabarouette que le semblant d'une mauvaise performance, ça se fait massacrer. Tu sais, on est habitué à massacrer des joueurs à Montréal pour une mauvaise performance, mais mon Dieu qu'au soccer... C'est rien comparé au soccer. C'est rien comparé au soccer. Je rappelle, il y a genre 22-23 ans, là. Puis là, il reçoit tout l'amour du monde sur Hey Jude. Genre, c'est incroyable. Ah, moi, c'est drôle que tu parles de ça parce que je me souviens quand Ivan Demidov est arrivé ici, le monde capotait parce qu'il y avait comme une vingtaine ou une trentaine de partisans qui étaient allés le voir à l'aéroport de Toronto. Le monde capotait, voyons, ça n'a pas de sens. Là. C'est une joke d'accueillir un gars de même. Puis c'était une couple d'années avant, c'était quand Paolo Dybala est arrivé, je crois que c'était avec la Juventus qui est arrivé là, qui avait littéralement 100 000 personnes qui l'attendaient au centre-ville pour l'accueillir. Puis ça, c'est normal. Ça, c'est complètement normal. Le cerveau nord-américain ne peut pas comprendre ça. Là. Man, le gars, puis ça, 100 000 personnes, c'est normal. Nous, on voit 40 personnes à l'aéroport, on se dit, voyons non, ça n'a aucun sens. Fait que oui, Mio, t'as raison de dire que surtout sur le stage de la Coupe du Monde, c'est encore plus fou. C'est le monde entier qui a les yeux là-dessus. De voir cette performance-là de Bellingham qui est clairement en train de s'établir comme... Tu sais, il était déjà pas mal établi parmi la crème de la crème, mais qui est en train de confirmer son statut avec une autre bonne Coupe du Monde, qui avait un bon Euro aussi en 2022 pour lui. On le voit comme un des sauveurs, entre guillemets, du soccer pour les Anglais. Puis oui, on se demandait qui allait être la relève une fois que Harry Kane allait partir. Je pense que Jude est en train de confirmer sa place à ce niveau-là. On l'a déjà vu comme un finaliste au Ballon d'Or aussi, là, c'est pas n'importe qui. Puis de voir que ça continue avec un autre bon mondial, chapeau à Bellingham pour cette affaire. Puis moi, ce que je vois comme un peu comme comparatif, moi, je vois un peu la même entrée en matière, puis la propulsion vers la stratosphère au niveau soccer quand Kylian Mbappé a gagné le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Moi, je vois un peu, là, si Jude Bellingham peut arriver à amener... Et faut pas oublier, l'Angleterre, on l'attend à la Coupe du Monde. Là. À chaque 4 ans, on dit « It's coming home, boys ». Puis ils finissent tout le temps avec la façon la plus dramatique et la plus crève-cœur possible de se faire éliminer à chaque 4 ans. Les boys, quelqu'un qui m'avait glissé ça hier, le meilleur comparatif que j'ai entendu, c'est que l'Angleterre, c'est juste les Maple Leafs. Ben oui, littéralement. Littéralement. Oui. Puis en plus, selon comment que le bracket est fait pour les demi-finales, on peut rêver à une finale France-Angleterre. Hey, ils se sont fait la guerre pendant 100 ans, puis là, ils nous reviennent avec ça. Là. C'était pas... Henri VIII puis Jeanne d'Arc, très près en ce moment. Imagine! Oh, la triple menace podcast d'histoire, mesdames et messieurs. La religion chrétienne versus ceux qui se sont détachés pour le protestantisme. C'est malade. La bataille des plaines. Ils vont faire ça à Québec, la finale. Tu sais, les gens qui ont cassé sur le dos que Montréal n'est pas la Coupe du Monde, mais ça va se faire, c'est pleine d'Abraham. Ouais, Mio, comment je vais te tenir la main là, quand je vais dire ça, là, mais t'oublies qu'il y a aussi le festival d'été en ce moment sur les plaines d'Abraham. Je fais juste te dire. Pas grave, ça se tasse ça. Les shows de la dernière journée, on tasse ça, finalement, c'est une finale du mondial. On parlait du motif de la musique. Amène les Beatles, amène Oasis. Les Beatles, il en reste juste 2. Amène les Beatles. Ben, écoute, Paul McCartney, amène Paul McCartney et Ringo Starr. Ben, on va dire ça de même. Mais ouais, là, c'est les demi-finales qui s'en viennent. Fait que France-Espagne, Angleterre-Argentine. Je veux dire, en tant que grand joueur analyste, grand amateur de soccer une fois aux 4 ans, qu'est-ce qu'on voit? C'est impressionnant. Je veux dire,
tu regardes le top 4, tu dis, ben, c'est un top 4 extrêmement prévisible. C'est vraiment, il n'y a pas trop de surprises. C'est ces 4 équipes que tu t'aurais. Il n'y a personne que tu dis, il n'y a pas d'affaire là. Écoute, je pense que la France en ce moment est la meilleure équipe, l'équipe qui mérite d'être considérée comme favorite. Mais on sait que l'Espagne, c'est un peu tout le temps un problème pour la France. On a toujours un petit peu de misère contre l'Espagne. Je pense encore que la France va l'emporter. Et de l'autre côté, on a Angleterre-Argentine qui, sérieusement, ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. L'Argentine, c'est drôle parce qu'on ne prend pas les matchs au sérieux jusqu'à temps qu'on ait besoin de prendre les matchs au sérieux, puis là, on devient la meilleure équipe du tournoi. Fait que j'ai l'impression, on parle de l'Angleterre qui a une propension à perdre des matchs dramatiques. L'Angleterre va avoir une avance confortable, puis à un moment donné, l'Argentine cette année va marquer 4 buts en comme 10 minutes, comme on avait fait. C'était 3 contre l'Égypte, mais on va en marquer 4. On va faire encore pire que ça. On va en marquer 4 en 10 minutes contre l'Angleterre pour l'emporter. Non, attends. France-Argentine. J'ai la vision. OK. Ça va être 3-0 Angleterre. On va marquer 3 buts dans les 10 dernières minutes pour créer l'égalité. Puis l'Angleterre va encore perdre pour une énième fois au tir de barrage au penalty. All right! Ça, j'aime ça. Moi, on peut casser du sucre sur le dos de l'Argentine puis comment que la FIFA aussi en même temps. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi un peu du côté de l'Argentine, c'est on n'a pas eu tant d'adversité que ça. Là, on a eu un parcours relativement facile. Le phase de groupe, on avait l'Autriche, l'Algérie, la Jordanie. C'était pas un super groupe, super relevé. Là, tu as eu le Cap-Vert, tu as eu l'Égypte, la Suisse, même avec un carton rouge en plein milieu du match en plus. Pour moi, j'ai l'impression que là, on pourrait frapper un mur monumental du côté de l'Argentine contre l'Angleterre. Mais écoute, on disait la même affaire il y a 4 ans, en 2022, puis on sait ce qui s'est passé. Voilà. L'Argentine a pris l'ascendant, puis a donné... Écoute, Lionel Messi a donné... Lionel Messi et Kylian Mbappé avaient l'air de Prime Sydney puis Prime Ovechkin en plein playoff lors de cette finale-là. C'était incroyable. Mais je vais rejoindre ton point, Félix. Honnêtement, là, la France... est-ce que le Brésil était au début des années 2000? On dirait qu'il y a comme une... Même avec les super puissances mondiales, on dirait que la France est comme un step en avant de tout le monde. La façon que ça joue, comment on se trouve en attaque, la fabrication de jeu, puis Kylian Mbappé, quand il joue pour l'équipe de France, on dira bien ce qu'on voudra avec le PSG, avec le Barça, puis tout ça. Non, le Real Madrid, excuse. Mais ce gars-là, quand il revêt l'uniforme de la France, il n'y a personne sur cette planète qui est meilleur que Kylian Mbappé. Puis il est encore en train de le prouver même en 2026. Oui, absolument. Puis c'est Coupe du Monde. Coupe du Monde à sa saveur. Les pauvres Brésiliens, par contre, se sont mangés une balle, mais en même temps, très méritée. Hey! Moi, je fais juste dire, là, tu m'aurais dit il y a 4 ans que le Canada se rendrait aussi loin que le Brésil en Coupe du Monde. Là. Moi, je suis pas fru, là. Je suis pas fâché, là. Pauvre Brésil. Moi, finir là-dessus. Ma petite tristesse, par contre, c'est que la Norvège a été éliminée. Mon truc préféré, la Coupe du Monde, tu vois, la Norvège, oui, le monde a découvert Erling Haaland. Mon truc préféré, c'était de voir les partisans de la Norvège juste apparaître dans tous les événements sportifs pas possibles pour faire leur célébration de drama. Genre, un tournoi de golf, abonné au baseball, un match genre entre les Diamondbacks et les Rockies, le truc le plus aléatoire qu'on aura vu comme affrontement. Mais ils sont là, dans les gradins, un petit peu vides, en train de ramer. C'est exceptionnel. Puis tu sais ce qui est le fun aussi, Mio? C'est que là, on parle des demi-finales, là, mais ça tombe bien parce que les demi-finales ont lieu mardi et mercredi. Ben, il y a le salon de Mio qui va nous permettre de revenir sur les résultats des demi-finales et mettre la table pour la finale. Parce que, si je ne me trompe pas, c'est mercredi soir que c'est enregistré, diffusé jeudi matin sur toutes vos plateformes préférées de podcast. Oh, le placement de produits parfait. Puis je fais juste dire, tant qu'à être dans le placement de produits, moi, je fais juste dire que la finale est dimanche prochain. Oh. Il y aura certainement peut-être une petite mention, moins. Fait que, est-ce qu'on chante la Marseillaise le 19 après la victoire de la France? C'est quoi vos prédictions? Je vais dire, autant que, tu sais, on a tendance à se rappeler en tant qu'amateur de sport des trucs inutiles. Je ne connais pas les paroles de la Marseillaise. Malgré la semaine qu'Alexandre Texier était le meilleur joueur de la Ligue. Ah, ça c'était fou. C'est une belle semaine, ça, d'ailleurs. Très, très belle semaine. Je me rappelle comme si c'était hier. Mesdames et messieurs, justement, pour tout ce qui est
vous ne voulez pas rater tout ce qu'on a à dire, ben, écoutez, on est sur YouTube aussi, hein? Et donc, vous pouvez aller nous rejoindre. On commence à se bâtir une petite communauté YouTube. On vous remercie, ceux qui sont abonnés. Et ceux que ce n'est pas encore fait, c'est votre cue pour le faire. Il n'est jamais trop tard. On a même des segments qui sont décortiqués. Gracieuseté, Félix qui travaille, qui use de son sang et de ses larmes et de la sueur de son corps pour faire ça, tout en écoutant de la musique, soit dit en passant. Quelque chose que le col bleu ne pourrait comprendre. Maintenant, je blague. Félix qui, il y a à peu près 40 minutes, nous a texté pour dire « Hey, je viens vous rejoindre dans 5 minutes, je m'en vais déjeuner. » Ben oui. On est des vrais cols blancs, nous autres. Que voulez-vous? Hein, dans tous les sens du terme. Mesdames et messieurs, on vous a laissé une petite note, hein, comme quoi c'est le match des étoiles de la MLB qui s'en vient, mon Dieu. Fin de semaine prochaine, pendant la semaine, en fait. Mais là, ça tombe en pause. Ça va tomber en pause quand cet épisode sera publié. Alors, pourquoi pas? Mais ça me désole, moi, un petit peu de tout ça, parce que écoutez, on apprend cette semaine que Shohei Ohtani, ça va pas super bien son genou, hein. Puis ça a même fait en sorte que, bon, ça va, il frappe, tout ça, mais il ne sera pas du match des étoiles. Puis, tu sais, moi, le truc que j'ai écrit, c'est, bon, c'est pas un vrai match des étoiles sans Shohei Ohtani. Ça sera un vrai match des étoiles quand même, mais mon Dieu que c'est dommage que tu n'aies pas le meilleur joueur au monde pour ton événement marquee, pour ton événement qui sert à vendre des billets. Et il y aura certainement aussi, je pense qu'il y aura un petit peu moins de partisans de l'autre côté du Pacifique qui vont regarder ça. Hein. Puis tu n'auras pas Aaron Judge non plus. Tu parles de meilleur joueur du monde, tu n'auras pas le deuxième non plus. Aaron Judge est blessé, il ne sera pas là. Mais oui, effectivement, le Japon, à moins que, bon, peut-être que l'arrivée de Munetaka Murakami, qui est fraîchement remis de blessure, qui va prendre part au concours de circuit du moins et au match aussi. Peut-être que ça va aider à ramener un peu quelques partisans japonais qui auraient préféré rester à l'écart de ce match-là. Mais non, effectivement, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir Shohei. On sait que ce gars-là, toutes les fois où est-ce qu'on a fait des blagues et tout sur lui, ça reste probablement le joueur le plus talentueux de l'histoire de la MLB. Lance et frappe littéralement, que dire de plus. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Son genou, on va espérer que ce ne soit pas un enjeu à long terme. T'sais. On sait qu'il combattait aussi des ampoules quand il lançait plus tôt cette saison. Mais on sait qu'il est capable de prendre soin de son corps. Puis on sait que avec la charge de travail qu'il assume, il sait comment bien gérer ça habituellement. Fait qu'on va espérer que la petite pause du match des étoiles lui permette de se remettre de tout ça et d'être en forme pour la deuxième moitié de saison. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir. Même si, bon, le match en tant que tel, je pense que ça perd un peu de sa superbe. Même si ça reste le meilleur des quatre, là, ça reste le moins pire du moins. Puis le concours des circuits reste quand même un événement qui est encore très couru. Fait, ça, c'est peut-être le match des étoiles des quatre qui a le plus sa place. Mais donc, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir joué pour ça. Mais je comprends pas parce que, tu sais, en même temps, ça ne l'empêche pas d'être frappeur désigné non plus. Là, il est frappeur désigné pareil avec les Dodgers. Je comprends pas. Tu sais, à la limite, lance pas, puis c'est bien correct. Il aurait pu. Mais non, mais il y en a qui. Vlad a donné cette. Vlad, je crois pas une seconde. Je pense que la MLB, il a dit ça n'a aucun sens que tu aies gagné ce vote-là. Reste chez vous. Mais tu sais, mettons, Cam Schlittler aussi, qu'on a vu aujourd'hui, qui a refusé l'invitation à lancer. Quoi qu'en même temps, il a lancé samedi. Fait que, tu sais, ça, c'est les gars qui lancent samedi. Christopher Sanchez a lancé samedi, puis il va lancer Magie des Étoiles. Mais tu sais, il y a des gars qui préfèrent juste comme se retirer de l'événement, laisser leur place à d'autres gars qui sont tu sais, quand ils traînent des petits bobos, quelque chose, c'est juste pour se préparer. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit, c'est pas inhabituel non plus. Mais c'est sûr que c'est dommage quand c'est ces talents-là qu'on voit pas. Là j'ai juste Shohei, puis Vlad, puis je l'ai toujours en tête, mais j'ai l'impression qu'il y en a un autre que j'oublie. Mais bref, évidemment, c'est dommage qu'on les a pas. C'est ce qui est ça. C'est surtout que, tu sais, on arrive aussi, tu sais, on parlait beaucoup de ce qui allait se passer, qui allait être partant. On a annoncé aujourd'hui que Delancey, ça allait lancer dans l'américaine. Tu sais, c'est comprenant aussi dans l'américaine, c'est pas la plus grosse pépinière de talent au niveau des lanceurs, mais dans la nationale, c'est qui déjà? Sanchez. Christopher Sanchez, OK, ça c'est bon. Puis, tu sais, on aurait pu penser peut-être, je sais pas, tu sais,
un combat peut-être. Si Max Fried avait été en santé, si un Garrett Crochet avait été en santé, si Cam Schlettler aurait pu lancer, on aurait pu avoir un beau duel Cam Schlettler puis Jacob Mezorowski, mais bon, on mettra ça, c'est pas si pire non plus. Charlotte quand même à Dylan Cease qui a passé à 3 retraits de faire un match sans point d'exclusion complet. Mais Giants. Vas-y. Non, vas-y. OK, ben, penses-tu que John Schneider était content quand il a vu que Schlittler a fait « Non, c'est bon, je vais pas lancer comme ça. » Il n'y aura pas l'osieux de la décision. Hein. Peu importe ce qu'il faisait, il était mal pris. OK? Parce que les deux candidats étaient Schlittler et Cease. OK? S'il prenait Cease, il était accusé de favoritisme de prendre le gars de son équipe. S'il prenait Schlittler, ben, ses propres bases de partisans l'auraient accusé de choisir un rival au lieu d'un de ses propres gars. Peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas gagner. Fait que là, il a dû voir Schlittler se retirer pour faire « puis juste dire... Non, c'est clair. C'est ça. Il a dû être soulagé, man, quand il a vu ça. Mais bon, ceci étant dit, il y aura quand même un match des étoiles. Là. Inquiétez-vous pas, il y aura quand même du bon monde. C'est juste... Crime, c'est dommage. C'est dommage que on n'aura pas les deux plus gros noms du baseball. Puis, bon, encore une fois, la MLB va s'en mordre les doigts à avoir peut-être un marché au Japon complet qui ne regardera pas. Mais en même temps, je coupe les coins ronds, mais je pense qu'on fait le calcul simple 1+1. Alors, bien sûr, à suivre cette semaine, comme on vous a mentionné aussi, on va être là avec les gars de Passion MLB en direct la semaine prochaine. D'ici là, quand même d'autres trucs qu'on veut jaser au baseball. Il y avait d'ailleurs le repêchage du baseball. Le maudit, moi, j'ai pas de la misère avec ça. Je veux dire, à chaque foutue année, j'ai-tu pas de la misère avec ça? Moi, un repêchage en plein milieu de la saison, là. Man. Écoute, au-delà du milieu de la saison, OK? Avez-vous écouté le repêchage hier? Probablement que vous ne saviez même pas que ça avait lieu, parce que ça a eu lieu un samedi après-midi à 1h30. Ça c'est le moment, là, on a regardé la cédule, OK? Puis on s'est dit, man, pour vrai, là, je trouve que c'est un maudit bon timing. Samedi après-midi, quand il y a des matchs dans la journée, là, je trouve que c'est vraiment un bon timing. Attends, Félix, attends. C'est 1h30, heure de l'Est. Fait imagine pour, mettons, en Californie, c'est genre 10h, quasiment 11h le matin. Là. C'est épouvantable. Et puis, au-delà de ça, l'expérience télévisuelle, si vous n'avez pas suivi, voici ce qui s'est passé. Okay? Le premier choix au total, Rock Chalowski, était vu comme plusieurs comme étant le meilleur espoir de la QV. Et là, il y a eu des négociations. Est-ce que les White Sox allaient être capables de s'entendre avec lui pour le montant? Parce qu'au baseball, parenthèse très rapide, il faut que tu t'entendes avec le joueur sur le boni à la signature. Il y a des négociations. Les joueurs négocient le boni pour lequel ils vont signer. Est-ce que les White Sox allaient être payés et tout? C'est la question qu'on se posait. Finalement, ils l'ont fait. Et là, Rob Manfred arrive sur le podium. Le meilleur espoir de la QV, là. Et massacre son nom complètement. Okay? C'est comme si Gary Bettman était arrivé, c'est Bieber qui l'a annoncé, là, mais c'est comme s'il était arrivé et il avait massacré le nom d'Ivar Stenberg, qui était vu comme un des deux meilleurs espoirs de la QV depuis le début de l'année. Après ça, c'est pas si peu, 2, 3, 4, c'est correct, c'est pas si pire que ça. Et bon, 5e, c'est un peu difficile de le blâmer, mais il arrive pour annoncer le 5e choix et il se met à tousser en plein milieu de l'annonce du choix. Encore une fois, je veux dire, ça arrive, c'est pas complètement de sa faute, mais c'est quand même 2 choix dans le top 5 qui sont annoncés un peu du croche. Et, écoute, j'espère que vous avez apprécié le top 5 parce que, il y a l'impression qu'on a fait 5 autres choix, puis on a changé de poste. Finalement, ça ne méritait plus la chaîne principale après 10 choix. Et hier, au total, samedi, il y a eu 600 choix qui ont été effectués. Combien vous pensez qui ont été diffusés à la télé sur les 600? 12. 28. 40. On en a passé 40 sur les 600. Les autres, on était un peu... on parlait d'autres sports. On parlait d'autres choses. Et à partir de la 3e ronde, pendant qu'on diffusait la 3e ronde, c'était vraiment malade parce qu'on s'est mis à entendre des drills. On s'est mis à entendre mille une affaires. C'est quoi le problème? Pourquoi il se peut avoir de la construction? Pendant la 3e ronde, on s'est mis à démonter le stage parce qu'il fallait prendre l'avance pour débarrasser rapidement. Plein milieu de la 3e ronde, là, pas aujourd'hui, dimanche. Le repêchage se poursuit aujourd'hui. Là. On s'est mis à démonter le stage pendant la 3e ronde hier. Puis écoute, c'est encore une fois, man, juste essayer au moins. Si la MLB veut essayer de vendre ce produit-là, d'intéresser le monde, est-ce qu'on peut essayer, s'il vous plaît, de faire quelque chose d'un peu plus professionnel qui a l'air un peu moins croche?
le fait, au baseball, les espoirs, c'est très rare qu'on se présente au repêchage. Puis je pense que ça joue un rôle majeur dans pourquoi c'est difficile de ça. Puis tu sais, le fait aussi que les espoirs, c'est dans plusieurs années qu'on va les voir seulement. Puis tu sais, l'an dernier, je me souviens quand Eli Willits avait été le premier choix du repêchage, on l'avait comparé à peut-être un bon Anthony Volpe dans quelques années. Anthony Volpe, qui est peut-être le joueur le plus ridiculisé de toute la ligue en ce moment, là, le premier choix, tu le compares à ça. Fait que tu sais, il va falloir essayer de créer un petit quelque chose avec cet événement-là si on veut vraiment y faire prendre de l'ampleur. Sinon, on fait juste le garder pour un petit trip de nerd de baseball avec des gars qu'on ne connaît pas. Puis, mais j'espère que dans une nouvelle convention collective, je me doute que ce n'est pas l'enjeu principal. Puis, mais tu sais, juste essayer de rajouter un petit cachet à l'événement. J'ai ri du repêchage de la NH, mais Seigneur, c'était vraiment moins pire que celui-là. Juste une petite note de bas de page, ça serait intéressant. Juste ça, là. Juste... Oui. Tu sais, en caractère Arial Black, genre 6 points italiques. Là. Ah, tu sais, au moins juste mention comme. Mais pas un plan concret, juste une intention de rendre ça plus intéressant. C'est plate en plus parce que depuis 2-3 ans, on sentait que la MLB avait pris un peu d'ascendant. C'était pas énorme un peu. Il y avait eu des efforts qui avaient été faits pour justement, tu sais, rendre le repêchage comme un événement, tu sais, le mettre durant le week-end du match des étoiles. Tu sais, Mio, je peux comprendre ton point là-dessus, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment dans l'année en ce moment que de mettre le repêchage, même si c'est en plein milieu de saison. Il n'y a personne qui va regarder un repêchage de la MLB en plein mois de décembre. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Ouais, mais c'est le fait que c'est en plein milieu de la saison. Non, je comprends, mais... Je comprends. Ben de la misère avec ça. Mais c'est ça, mais tu sais, ça faisait 2-3 ans qu'on était comme, OK, on fait un effort, on met un peu plus d'effort dans, tu sais, rendre ça un événement, tu sais, avec la télévision et tout ça, puis on vient comme de faire 2 pas en arrière juste avec aujourd'hui, là. Tu sais, je dis pas qu'on est rendu au même point qu'il y a 5 ans, là, mais c'est pas loin, là. C'était épouvantable. Finissons avec ça, Pop, là, et vu qu'on entame cette pause du match des étoiles, ben pourquoi pas regarder où est-ce que... regardez d'où est-ce qu'on est, c'est quoi la situation, c'est savoir d'où on vient, c'est savoir où on s'en va, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que les équipes s'en vont pour cette fin de saison. Est-ce qu'on starte une bonne séance de jinxage bien comme du monde? Oh. Allons-y. Moi, j'avais envie d'établir un peu mon classement final au match 162, rendu au match 94. Parce que pourquoi pas y aller de prédictions audacieuses un peu là-dessus. OK. Voulez-vous mes vainqueurs de la division pour commencer? Vas-y. OK. Je vais commencer l'américaine, OK? Félix, je suis désolé, mais les Yankees ne gagneront pas la division cette année. Mais par contre, dans ma boule de cristal, ça va jouer dans la dernière semaine. Je suis sûr que ça va jouer dans la dernière semaine. Mais j'apprécie que tu les Jinx, j'apprécie que tu mettes les Rays parce que ça veut dire que les Yankees vont gagner la division. Et voilà. Je suis ton ami. Écoute, honnêtement, là, j'ai envie que ça se réalise, mais j'ai peur que, justement, tu sais, j'arrive de ça puis j'ai l'air complètement con d'ici la fin de l'été, là, mais les White Sox, là, j'aimerais tellement ça qu'ils gagnent la centrale, pour vrai. Ça serait fou. On se rappelle, il y a 2 ans, cette équipe-là a battu le record pour le plus de défaites en une saison, là. 2 ans après, on gagnait la division. Hein? Puis tu sais, quand on dit historiquement mauvais, c'est que c'était littéralement historiquement mauvais. Ah non, c'était complètement fou de voir ça, tu sais. Miguel Vargas a passé littéralement des Dodgers à cette équipe-là il y a 2 ans. Ce gars-là a déjà 20 circuits cette saison. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, c'est juste plate que Munetaka Murakami a manqué une bonne partie de la première moitié de saison, mais qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir? Il est revenu. Mais là, il revient. Les Guardians ont l'air du bébé. Au bâton, les Guardians ont l'air du bébé qui tousse, là, en ce moment. Tu sais, le fameux meme du bébé qui tousse. Fait que j'ai envie de voir ça. Puis dans l'Ouest, ça, là, pour vrai, là, j'ai essayé longtemps, là, puis fuck it, là, les Rangers du Texas vont gagner cette division-là. Je ne sais pas comment ils vont y arriver, mais on dirait, honnêtement, là, on pourrait supprimer l'Ouest de l'Américaine en ce moment parce que personne ne veut gagner cette division-là. J'aime ça. C'est fou là-dessus. Avec mes wildcards, bon, Félix, premier wildcard pour les Yankees. Par défaut. Cleveland va finir 2e et c'est là un peu que ça me fait mal de dire ça parce que malgré tout le hype qui se passe en ce moment, mes Red Sox vont juste manquer à court. Puis ça va être les Astros qui vont passer.
Ben, au moins tu es réaliste avec tes affaires. Puis même tu vas pas te dire, je pense que tu n'as pas été assez aventureux dans tes prédictions de classement. Mais écoute, j'ai tassé Seattle. Seattle menait la division, je pense encore, il n'y a pas plus tard que la semaine passée. Mais encore là. Puis plus loin, si l'histoire nous a rappelé une chose, c'est de jamais sous-estimer les tabarouettes d'Astros. Puis Jordan Alvarez va gagner l'MVP, c'est ça qui va être absolument incroyable. Dans la nationale, et c'est peut-être là que j'ai hésité le plus là-dessus, mais je vois les Braves gagner. En fait, je voyais les Phillies gagner cette division-là, mais là, je me suis rappelé que Ronald Acuna Jr. va débuter. La réhabilitation va jouer pour la réhabilitation. Et j'ai toujours en tête que Tarik Skubal va finir la saison Atlanta. Fait que pour moi, Atlanta va gagner ça. Puis les deux autres, ben là, c'est facile, c'est Milwaukee et les Dodgers de Saka. Les Dodgers avec 12 matchs d'avance et demi vont gagner à 10. Avec Philly, les Cubs et les Cards de Saint-Louis, comme wildcard un peu. Mes excuses. Marlins Nation, Gay Marlins Nation, je suis vraiment désolé, j'aimerais ça. Mais je vois. Oui. Avec Otto Lopez au match des étoiles. Charles Otto Lopez, qui est en train qui a la meilleure moyenne du baseball majeur en ce moment, littéralement. Oui. Oui. Quelle saison? Tu t'es déjà été dans les dernières années comme un des beaux morceaux à Miami, là, mais vraiment continue à prendre prendre du galon, devient un des meilleurs frappeurs de contact de la Ligue. Mène la Ligue pour les coups sûrs, pour la moyenne, pour bien des stats offensives quand même, qu'il faut le saluer. Un Montréalais d'adoption. Qui a joué pour les Blue Jays. Les Blue Jays, évidemment, ne le voyaient pas dans leur plan. Les Giants l'ont pris. Les Giants ne le voyaient pas plus dans leur plan. C'est ramassé avec les Marlins et est devenu un des très Classique baseball. Est-ce que vous avez envie de vous battre avec moi pour mes prédictions ou pas partout? Ben. Les Marlins vont faire les séries. Les Marlins vont Tu sais, à ce moment, c'est quoi? C'est un match d'écart entre Phillies et Marlins. Tu vois pas ça plus combatif que Marlins aille voler, mettons, la deuxième place aux Phillies? Je fais juste vous dire que depuis le début du mois de mai, les Phillies sont 40-24. Ouais. Depuis le mois de mai, ils sont plus 30 dans... Pour moi, les Phillies c'est l'équipe la plus haute dans l'Est, assurément. J'ai hâte de voir ce que Ronald Acuna peut amener une fois qu'il va être revenu au jeu. Mais honnêtement, les Phillies, là, ils ont eu une séquence de 10 défaites de suite dans la deuxième moitié du mois d'avril. Puis c'est tout. T'sais, cette équipe-là est une force dans les majeurs à part ça. T'sais, il y a eu un stretch de 2 semaines où c'était genre tout ne marchait pas. Et finalement, mais en ce moment, si c'était pas de ça, il serait en contrôle sur la division. Bon. Ok, d'abord je l'ai. Parce que les Braves, ça a bien commencé, mais c'est un peu tout croche depuis ce temps-là. Là. Puis je suis moins sûr que toi que Tarik Skubal va finir à Atlanta. Les Phillies et les Marlins vont faire les séries, mais pas les Braves. OK. J'aime ça. J'aime ça. C'est aventureux, par contre. Je salue ça. Mais... c'était un peu tout croche à Atlanta. Tout le monde a comme arrêté de frapper. Puis Ronald Acuna, en début de saison, c'était pas facile. Je sais pas à quel point ça va être facile pour lui à son retour de blessure. Je prends l'audacieux pari. J'en suis conscient que les Braves ne feront pas les séries. Ben, je comprends un peu parce que Atlanta sont 9-18 depuis que Ronald Acuna Jr. est blessé, qui est le pire dossier du baseball majeur en tant que tel. T'as Matt Olson, t'as Chris Sale au monticule. Débrouillez-vous avec le reste. Chris Sale. Hein, Pop Chris Sale. Futur membre du temps de la renommée avec une calotte des Red Sox de Boston. Chris Sale. All right. Hey, à la maison, écoutez, si vous appréciez le show, vous pouvez passer sur quelle que soit la plateforme où vous écoutez ce balado. Allez donc mettre un petit 5 étoiles. Ça serait super gentil. Ça nous aide grandement avec l'algorithme. Et vous savez quoi? Ça nous démontre aussi que vous appréciez vraiment ce qu'on fait. Alors, continuez à faire ça. Ça fait très chaud au cœur. Hey, mais là, ça fait drôle, hein? Le hockey vient un petit peu plus tard dans l'épisode. J'espère que vous n'avez pas trop fait le saut, d'ailleurs, en début de show. Voyons, il est où le hockey? C'est un peu plus tard qu'on parle de tout cela. Bon, là, on redescend un petit peu de ces premiers jours quand même un peu fous de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Puis là, juste après le repêchage, pas eu encore de la transaction que peut-être tout le monde souhaite à Montréal, mais bon, chaque chose en son temps.
Messieurs, on a vu là, les premières images de la Coupe Stanley. Maintenant détentrice, là, dont les Hurricanes en sont détenteurs, en fait. Je veux dire, ça a fait le tour de l'Internet. Ça a tout cassé, les gars. C'est drôle, hein? On parle beaucoup des Hurricanes, de cet aspect familial, hein? Cet aspect du collectif, hein? Cet aspect, tu joues pas pour le nom en arrière, tu joues pour le logo en avant. Ben, vous savez quoi? Tom Dundon, il a dit « Au diable! » Tu sais quoi? Avant même un seul joueur, ma progéniture au complet et les 4 prochaines générations seront sur la Coupe Stanley. Avant même d'avoir un seul joueur. Quand même fou quand on y pense, là. Ben, en même temps, dans un sens, ça a toujours été le même. C'était tout le temps le propriétaire, le DG, les coachs, puis après ça, c'est les joueurs. Fait que, ça change pas vraiment, là, mais j'avoue que... C'est tout les noms, mais comme au Super Bowl, c'est le propriétaire de l'équipe qui vient chercher le Vince Lombardi. Comme, OK, tu signes les chèques. Ça m'énerve, j'ai ça. On a eu ça, mais en même temps, je pense plus parce qu'on vient d'une culture de hockey plus que d'autres choses. Là, c'est vraiment imprégné dans la culture que même les joueurs de la NFL, ils disent, ils en font pas tant, puis ils comprennent pourquoi c'est le propriétaire qui tout ça. Mais je vais vous dire un truc, là. Le jour où Rob Brind'Amour va partir, là, Tom Dundon va tellement se faire expose comme propriétaire, là, ça n'a aucun sens. Là. Aucun sens. Puis, ce qu'il a fait avec la Coupe Stanley, tu sais, à la limite, là, il aurait pu je pense que c'est Jeff Marek qui avait écrit ça sur Twitter. À la limite, tu aurais pu juste marquer Dundon Family. That's it. Ça aurait été juste une petite façon d'inclure la famille et tout ça. Mais là, tu as 5 kids, puis ta femme sur la Coupe Stanley. Moi, on entend des histoires de Tom Dundon avec les Kings et avec les Trailblazers. Là. Ouais. Le jour que Rob Brind'Amour va partir, là, watchez bien cette fameuse culture du collectif des Hurricanes que tout le monde aime parler et vanter, là. Tom Dundon n'aura pas cette culture-là. Rob Brind'Amour, c'est lui qui a installé cette culture-là. À la limite, tu pourrais même sortir que Don Waddell a amené cette culture-là. Là, il n'est plus là. C'est rendu Eric Toski, là, mais Rob Brind'Amour, ça fait déjà quelques années que ça signe un contrat d'un an, puis on continue, puis on verra si ça continue. Si ça part, là, cette culture-là, c'est terminé. C'est pas Tom Dundon, le cheap-ass owner, billionaire qui vient de mettre 5 enfants, ses 5 kids sur la Coupe Stanley, qui va amener cette culture-là dans le futur. Là. Aucune chance. Puis, tu sais, il y a eu toute l'histoire. On a ressorti la conquête des Panthers l'an passé, qui en parlait de la famille Viola, qui était beaucoup sur la Coupe Stanley. Et la différence dans les deux cas, c'est que la famille Viola, les enfants de, si je ne me trompe pas, c'est Frank, le nom du Big Boss en haut. Ces enfants travaillaient tous pour les Panthers en tant que gouverneur associé. Je crois que le titre qu'on leur donnait. Bon, là, libre-vous de croire si c'est un vrai titre ou non, à quel point ils travaillaient pour de vrai là-dedans. Mais tu sais, ça reste qu'officiellement, c'était des employés de l'équipe. La différence avec ça, c'est que Tom Dundon a, parmi les personnes qui ont leur nom sur la Coupe Stanley, on parle de son plus jeune enfant qui est à l'école primaire et qui ne va pas à l'école, qui va même pas à l'école en Caroline du Nord. Même pas proche de là. Fait, je pense que c'est ça aussi qui passe un peu mal. Je pense que c'est surtout à ce niveau-là que ça passe un peu tout croche. Puis ça a rappelé l'autre histoire qui est sortie, c'est les Oilers. L'année exacte m'échappe, mais quand le propriétaire avait fait la même chose, il avait mis le nom d'un de ses jeunes enfants et on avait mis des X. C'est pas son père? Je crois que c'était son plus jeune fils. OK. De mémoire l'histoire que j'avais lue. On avait mis des X partout sur son nom au final. On avait juste rayé le nom de la personne. Ce qui est possible de faire. On l'avait vu avec l'histoire Carl Beach, avec c'est Brad Aldrich, le nom qu'on avait retiré. Effectivement, on en vient vraiment à toute cette histoire-là qui passe un peu tout croche, qui met un peu d'ombre sur c'est une controverse de saison morte, là, qu'on soit bien clair. Là,
on s'en foutrait complètement si c'était pendant le repêchage. Là. Mais c'est un peu dommage que certaines personnes, dont le gérant de l'équipement de l'équipe qui est là depuis 1976, n'ait pas son nom sur la Coupe Stanley parce qu'on a voulu, parce que tu as une limite de nom que tu peux donner et qu'on ait préféré les noms de toute la famille du propriétaire. Et un joueur aussi, il y a un joueur qui joue 38 matchs cette saison, Nystrom, un défenseur qui n'a pas son nom sur la Coupe. Est-ce que le gars de l'équipement a son nom sur la Coupe de 2006? On sait-tu cette information-là? Oh, ça, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas la réponse. Mais il ne l'a pas sur celle-là, en tout cas. Mais tu sais, c'est un peu comme si Montréal avait gagné une coupe récemment et qu'on n'avait pas mis le nom de Pierre Gervais dans les années où il était encore là. Je veux dire, Pierre Gervais est une partie intégrante de ce qui s'est fait à Montréal pendant littéralement 2021. C'est ça, tu sais, oui, 2021. C'est comme si on avait gagné en 2021 si on n'avait pas. Contre les Islanders, soit dit en passant. Ça aurait vraiment mal passé de ne pas mettre le nom de Pierre Gervais à ce moment-là. Et je pense qu'il y a un peu. Surtout si, maintenant Jeff Molson avait mis le nom d'un jeune enfant de 8 ans au lieu de mettre le nom de Pierre Gervais, je pense que ça aurait passé un peu tout croche. Mais tu sais, en même temps, c'est. Les fans des Hurricanes. Aussi passionnés qu'on devrait leur donner. Tu sais, je pense que ils ont prouvé hors de tout doute que c'est vraiment une fanbase passionnée qui ont passé les dernières années à dire pourquoi personne ne prend les Hurricanes au sérieux. T'as ça. Tu gagnes la Coupe Stanley, puis ton cheap-ass billionnaire propriétaire qui décide de faire une connerie. Et ça c'est juste la plus médiatisée, mais juste aller googler Tom Dundon, dans les dernières années, ce qu'il a fait comme move pour sauver de l'argent, c'est 100 fois pire que mettre ses enfants sur la Coupe Stanley. C'est juste que là, c'est plus médiatisé. C'est un bon moment, comme disait Félix. On est au mois de juillet. Il n'y a rien à parler. Fait que, allez googler ça. C'est pour 2 franchises, là. C'est pas juste les Hurricanes, c'est les Trailblazers de Portland aussi, pas plus tard que cette année aussi. Puis là, on va voir le même gars prendre le crédit d'avoir amené cette culture-là puis d'avoir gagné. Mais c'est comme je disais, quand Rob Brind'Amour va partir éventuellement, regardez comment que les Hurricanes de la Caroline vont se débrouiller dans les années suivantes. Ça ne sera pas pareil, je le confirme. Le documentaire Netflix va être bon quand ça va sortir. Ça va être bon. Le DVD du championnat va être incroyable. Le fameux DVD du championnat qu'on peut trouver genre chez Walmart une couple de mois après, t'es comme ah, mon Dieu, j'avais oublié ça. Puis, en Blu-ray, quand c'était cool en 2008, là, en Blu-ray. Là. Ils se vendent le cul pour en vendre, Pop. Ils se vendent le cul. Je dis pas le contraire, mais c'était cool en 2008, le Blu-ray. Là. Ouais, puis maintenant, les disques, c'est plus cool selon Sony. En tout cas, petit commentaire éditorial. Allez faire une recherche rapide sur Twitter, vous allez comprendre. Messieurs, on veut aller où avec ça? On parle de deux organisations qui sont sur le point d'être à la croisée des chemins dans l'Association de l'Ouest. Vous voulez commencer par où? Tu proposes quoi d'abord? Bon, d'abord, je vais y aller avec ce que j'ai. Messieurs, vendredi, en fait même, c'était vendredi ou jeudi? Bref. Jeudi. Finalement, les Ducks d'Anaheim ont réussi à matcher l'offre qui avait été faite par les Flyers de Philadelphie pour Leo Carlsson. Alors, c'est officiel, Leo Carlsson, en fait, ça l'était déjà du moment qu'il a signé le contrat. Maintenant qu'il a le contrat avec les Ducks à côté, il est le joueur le plus dispendieux dans la Ligue nationale de hockey. Maintenant, au jour où on se parle, OK? Là, ça n'a pas trop changé, c'est 12 millions de dollars qui restent sur la masse salariale des Ducks d'Anaheim. OK, garde, tu sais quoi? C'est short, mais les Ducks ont quand même une bonne équipe, tout ça. Mais il y a un petit problème qui s'en vient l'année prochaine. Cutter Gauthier est dû pour une prolongation de contrat. Alors, c'est super cool pour Carlsson. Excellent joueur. Écoutez, si c'était pas de blessure, je veux dire, les chiffres, oui, ça aurait été plus que 60 et quelques points. Là. Mais là, tu le vois déjà arriver dans le rétroviseur. Hein? Tu le vois, pas le rétroviseur, mais qui t'attend dans le coin. C'est la varlope que sera devoir accommoder un prochain contrat pour Cutter Gauthier. Parce que certainement, il commandera un salaire annuel bien en haut de 12 millions de dollars.
Je pense que oui. Puis, juste pour préciser, quand tu dis l'année prochaine, écoute, je fais l'erreur 1000 fois pendant la saison morte. Cutter Gauthier a besoin d'un contrat pour la saison qui s'en vient. C'est pas dans un an. Là. Il a besoin de signer un contrat pour 2026-2027. Mais écoute, la saison prochaine est en 2026. Juillet où je fais cette erreur-là 1000 fois par jour. Fait que je te comprends. Fait que pour 2026-2027, Cutter Gauthier a besoin d'un nouveau contrat. Oui, les Ducks sont un peu dans le trouble, surtout que dans un an, il va aussi avoir Beckett Seneke qui va avoir besoin d'un contrat. Ça va être un autre gars qui va demander une tonne d'argent. Ça, à la limite, c'est un problème qui risque de se régler un peu plus naturellement quand les contrats de Chris Kreider, Alex Killorn et Frank Vetrano. Vetrano, c'est encore quelques années, par exemple, mais c'est moins pire. Là. C'est des contrats qui vont éventuellement quitter les livres. Ça va donner un peu de lousse pour aller signer. Le problème, c'est que Gauthier, en ce moment, surtout avec le contrat signé par Carlson, il voudrait 14 à 15 millions par année, ce qui est. Cutter Gauthier pourrait demander plus d'argent que Leo Carlson, a connu une meilleure saison que Leo Carlson, puis il y a le contexte de l'offre hostile qui fait en sorte que Gauthier ne se rendra pas à 18 millions, mais quand même. Tu sais, à un certain moment, là, les Ducks se retrouvent dans une position, on en parlait la semaine passée, Pop et moi, on va avoir besoin d'aide pour signer Cutter Gauthier. Il faut qu'on échange probablement Killorn ou Kreider, peut-être Vetrano qui réglerait d'autres problèmes, mais il va falloir qu'un de ces trois gars-là parte pour qu'on puisse signer Cutter Gauthier. Et là, on en revient au même point de les Ducks. Tout le monde sait que les Ducks sont dans une position de faiblesse. Fait qu'il n'y a personne qui va dire ouais, gars, je vais te le prendre, donner un shot de troisième mois pour. Non. Tu le sais que c'est toi qui as le levier, c'est toi qui as la position de force. Fait tu vas aller chercher un atout en provenance des Ducks pour prendre ces contrats-là. Même si, dans un monde normal, tu pourrais probablement échanger Chris Kreider pour un choix quelconque, obtenir quelque chose en retour, mais là, la situation est un peu différente. Puis, par contre, ce qui joue un peu à l'avantage des Ducks, Cutter Gauthier ne peut pas signer une offre hostile, donc tu peux pas te le faire voler. Ça reste un dossier entre toi et lui, mais il va quand même éventuellement falloir que tu ramasses l'argent pour le signer, parce qu'il ne pourra pas jouer gratuitement sans contrat l'an prochain. Il va falloir qu'il signe un contrat, puis il ne se contentera pas de signer pour 10 à 12 millions. Ça va être plus que ça pour Cutter Gauthier avec le dossier Carson. Puis, tu te mets dans la tête de l'agent de Cutter Gauthier. Je ne sais pas c'est qui de mémoire son agent, puis même celui de Beckett Seneke, là, tu regardes Pat Verbeek dans les yeux, puis tu dis, bro, t'as aucun leverage, puis deux, t'es complètement exposé en ce moment. Tu sais, Pat Verbeek va avoir zéro rapport de force dans les négociations. Il a été vu comme un DG qui a mal peut-être géré l'augmentation du cap salarial, puis aussi ses talents de négociateur ont peut-être joué contre lui. Fait que là, il y a zéro position de force. Fait que j'ai hâte de voir aussi pour. Surtout Beckett Seneke, tu sais, je pense que Cutter Gauthier, je pense que la voie, c'est on libère, on échange un joueur pour libérer, puis on arrive avec tout ça. Là, ce que j'ai hâte aussi de voir du côté d'Anaheim, c'est qu'est-ce que cette défense-là va faire. Là. Tu sais, aussi, Jackson Lacombe, Pavel Mitchukov, OK, c'est bien correct, c'est honnête. C'est des contrats qui, à la fin, pourraient devenir des aubaines. Mais en arrière de ça, tu n'as absolument rien. Là. C'est très rien. T'es mieux d'espérer que Tristan Luneau va devenir vraiment, vraiment bon. Parce que Tyson Inns n'est pas mauvais. Mais tu sais, c'est pas. Il n'y a rien de. Il y en a un qu'on a signé. C'est-tu Nick Jensen? C'est ceux qui ont signé Nick Jensen? Attends, je vais mais tu sais, ça reste, de manière générale, ça reste plutôt mince pour les Ducks à la ligne bleue. Puis écoute, l'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, Cutter Gauthier n'est pas éligible à signer une offre hostile. Beckett Seneke, à moins d'un énorme revirement de situation, va l'être, lui, dans un an. À moins qu'il joue moins de 10 matchs dans la saison à venir. Peut-être que c'est là que ça va commencer à faire mal aux Ducks. Si Pat Verbeek continue à laisser traîner ses dossiers, on ne s'arrange pas pour régler le dossier cet été ou, mettons, tôt dans la saison l'année prochaine, on arrive au 1er juillet, Beckett Seneke devient joueur autonome avec restriction. Là, ça va devenir le fun. Oui, les Ducks vont avoir plus de flexibilité parce qu'on n'aura pas le contrat de Killorn, on n'aura pas le contrat de Kreider, mais ça reste quand même que ça va devenir une cible vraiment intéressante. Tu sais, tu lui donnes un 18 millions, est-ce que Verbeek va vraiment vouloir deux contrats de 18 millions sur sa masse avec un Cutter Gauthier peut-être à 15 puis un Jackson Lecombe à 9? On a longtemps ri du core 4 des Maple Leafs, là, mais ce serait la version encore pas mal pire que ça avec Carlson, Gauthier, Seneke et Lacombe. Et en tout respect, je veux dire, au moins cette équipe des Maple Leafs, à ligne bleue, il y avait Morgan Riley. Tu sais, après ça, tu t'arranges. Mais là, présentement, je veux dire, Tristan Luneau... Mais ils ont Lacombe. Je veux dire, Jackson Lecombe est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Oui, pour vrai, là, mais c'est juste qu'il n'y a personne derrière lui. Vraiment... Oui, mais tu sais, je veux dire, ça sera ça la première paire.
Oui, c'est ça. Ben, écoute, selon Daily Face-Off, là, en ce moment, la première paire, c'est Jackson Lacombe et Tristan Luneau. Ben, voilà. Ouais. Tu sais, à droite, là, en Jensen, ce moment, là, du côté, Jensen, ou... la brigade défensive des Ducks, à droite, c'est dans l'autre ou dans les deux autres que vous voulez, c'est Tristan Luneau, Ian Moore puis Nick Jensen. Nick Jensen, c'est ça. C'est pas... En tout respect pour Tristan Luneau, là, c'est celui qui a le plus de potentiel là-dedans. Fait que, en souhaitant... Tu sais, moi, j'ai peur qu'éventuellement, Lukas Dostal devienne un John Gibson 2.0, dans le sens que le gars-là, plein de talent, plein de potentiel, mais vu que sa défensive est tellement poreuse, il est rendu fatigué au mois de janvier, février, puis il crash out à la fin de l'année. Ça a été ça, l'histoire de John Gibson en Anaheim. Ça a été des bonnes statistiques. Arrive au mois de février, il a tellement reçu de shots, tellement joué une minute, il est devenu soufflé, puis les Ducks ont manqué les séries pendant X nombre d'années à cause de ça. Oui. Oui. On a besoin de marquer. Léo Carlson est mieux d'être bon. Cutter Gauthier est mieux d'être bon. Puis Beckett CDK est mieux d'être bon. Je veux dire, ça va être ça, les Ducks. Là, je veux dire, à l'argent qu'on va commettre à ces 3 gars-là, 4 avec le com. Les Maple Leafs, puis aussi, il faut être honnête, le plan des Maple Leafs qui a majoritairement fait dérailler ça, c'est que fait que la pandémie est arrivée, le plafond salarial a gelé, il n'a pas augmenté comme on l'avait anticipé, puis ça a fait en sorte qu'on s'est un peu retrouvé menotté, puis on n'a jamais été capable de bien entourer ces 4 gars-là. Mais les Ducks vont au moins avoir ça qui va jouer à leur faveur. À moins d'une surprise, le plafond va continuer de monter en flèche dans les prochaines années. Mais ça reste des sommes d'argent qui vont être colossales pour 4 gars. C'est majeur. T'oublies de mentionner que Carey Price est arrivé aussi pour ce Maple Leafs. Aussi, il est arrivé. C'était bien ça. C'était bien drôle. Bien drôle. Les Panthers, les Bruins sont tous arrivés. Les Canadiens sont arrivés. Finalement, l'autre équipe dont je voulais parler, bon, il a été mentionné, hein, mais Connor Bedard. Connor Bedard qui, on a appris tout récemment pour son opération, devrait rater le début de la saison. Là, en plus, il y a eu l'échange Bowen Byram qui, bon, il faut y revenir encore une fois, c'était cher payé. Oui, il aura ses points. Peut-être même, je pense que c'était Félix qui a dit, peut-être un geste de panique aussi de la part de la direction des Blackhawks, considérant que, bon, il y a des ententes qui ont besoin d'être renouvelées, ou du moins on arrive à la fin des ententes actuelles. Je veux dire, t'es comme à mi-chemin un peu partout à Chicago, puis tu compares, par exemple, là, le gros comparatif, c'est de regarder les Sharks qui ont entamé la reconstruction, en même temps, une année après, puis regarde où ils sont à des années-lumière de où les Blackhawks sont en ce moment. Je veux dire, tu te retrouves où en ce moment dans les Blackhawks si c'est pas un wasteland, si c'est pas un champ avec rien? T'es littéralement dans No Man's Land. T'es littéralement dans No Man's Land avec un gars qui peut être payé 20 millions de dollars très bientôt. Oui, mais écoute, puis je reviens à la blessure de Bedard parce que c'est ça qui change. Tout est bizarre à Chicago, j'en ai parlé la semaine passée, là, mais là, on se retrouve dans une situation où Bedard va manquer 4 mois. Il va manquer grosso modo un mois et demi au début de la prochaine saison, c'est en assumant que l'échéancier est respecté, qu'il n'y a pas de recul dans sa réhabilitation ou quoi que ce soit. C'est pas majeur, probablement que Bedard va être capable il va jouer une bonne partie, il va probablement jouer 65-70 matchs, en assumant encore une fois qu'il est capable de terminer la saison par la suite sans enjeu de blessure. Mais ça reste que les Blackhawks, on a fait des swings cette année, notamment avec Bo Byram, pour essayer de redevenir compétitif. Même si Bedard revient rapidement, ça reste que son été de préparation est complètement déraillé, ce qui est vraiment, vraiment pas idéal. En plus de tout ça, il se retrouve à devoir négocier son prochain contrat. Lui aussi a besoin d'un contrat pour 2026-2027. Il se retrouve à négocier son prochain contrat en étant blessé. Ça ne doit pas être particulièrement facile pour lui non plus. On est dans une situation où est-ce pas puis moi on en parlait la semaine passée, on n'a pas l'impression que ni un ni l'autre des deux camps a envie de se commettre pour 8 ans à l'autre. Fait que, tu sais, Carl Davidson, j'aimerais pas ça être dans ses souliers en ce moment, parce que on a été vraiment all-in sur cette année. On a fait des transactions qui laissent croire qu'on veut que 2026-2027, ce soit enfin l'année où est-ce qu'on commence à tourner le coin à Chicago. Et là, la blessure de Bedard, sérieusement, ça change un peu tout, parce que lui, ça y enlève du levier, ça doit le frustrer. Il va arriver, il ne sera pas prêt comme d'habitude, il va arriver en retard. Est-ce que les Blackhawks, dans l'état actuel des choses, peuvent faire les séries si Bedard n'est pas la version surhumaine de lui-même? On peinait déjà à ne pas être 31e avec un Bedard qui était la meilleure version de lui-même. Fait que ça va être quoi
dans l'état actuel où est-ce qu'il va revenir avec ses 2 épaules blessées dans 8 mois. C'est pas idéal. C'est vraiment pas idéal pour les Blackhawks en ce moment. Puis j'ai de la difficulté à envisager que cette blessure-là, pour moi, fait en sorte que ça va être une autre année de misère à Chicago. Même s'il va revenir rapidement. J'ai encore l'impression que les Blackhawks vont finir dans le dernier quart de la Ligue. Pas plus haut, mettons 25e. Et puis je serais pas surpris qu'on soit encore en bas de 30e. Pour vrai, je serais même pas surpris de ça. Puis moi, le pari que j'aurais aimé ça. Mettons si j'étais un playbook guy, là, un playmaker là, sur les. Un bookmaker, c'est ça que je voulais dire, en fait. J'ai comme mélangé. En tout cas, bref. Un bookmaker sur un site de paris sportif. Tant aussi longtemps que Connor Bedard n'est pas revenu au jeu. Qui va être la meilleure, qui va être plus haut au classement, Vancouver ou Chicago? Ça va être... Ouais. Oui, puis. Mais en même temps, Chicago finit 31e, il y a juste Vancouver qui a fait pire. Oui, tu sais, puis tu te dis, man, gars, puis ça met une tonne de pression sur Bo Byram aussi. Là. Il va arriver dans un contexte où il n'y aura pas Bedard. Il va avoir la pression à 12,5 millions. Son contrat commence l'an prochain, mais presque comme étant le gars qui a signé le gros contrat, là, il va avoir la pression d'être le gars qui fait en sorte que l'attaque continue à rouler, même en l'absence de Connor Bedard. Et la pression d'avoir été le gars échangé contre un 4e choix au total. C'est ça. Puis, tu sais, t'arrives, tu sais, oui, Anton Frondel est bon, talentueux. Oui, Frank Nazar est là. Mais, tu sais, moi, je sais pas. J'ai de la misère depuis le début à embarquer dans ce plan-là. Puis, sérieusement, cette opération-là de Bedard, cette blessure-là, pour moi, ça change toute l'année 2026-2027 des Blackhawks. Peut-être que Joe réagit, peut-être que c'est pas si pire que ça, qu'il va revenir et dire qu'il est correct finalement, mais je trouve que ça tenait déjà à pas grand-chose. Puis on revient encore à... on perd le seul morceau qui aurait peut-être pu nous amener à quelque part. En fait, je vais te résumer ça là, rapidement. Là. Prends la version 2022-2023 du Canadien, puis demande à cette équipe-là de survivre sans Nick Suzuki pour à peu près le premier quart de la saison. À peine à survivre même avec Nick Suzuki. Imagine. Imagine Nick Suzuki dans le pic de la reconstruction du CH qui n'était pas « Monsieur, je suis incapable de manquer un match au moins une fois dans ma vie ». Ça n'a aucun sens, man. C'est un malade qui n'a pas demandé une transaction pour ces années de misère. Mais mon Dieu, au moins il n'y avait pas le contexte d'une transaction un peu trop coûteuse pour un joueur en défensive. Je veux dire, je pense que encore une fois, je l'avais dit une couple de semaines, à la lumière des contrats signés, comme quoi, finalement, c'est pas super, Noah Dobson. Bon, regardez ce qui a été donné pour Bowen Byram. Je pense qu'à Montréal, il y en a qui peuvent se consoler du prix qui a été donné pour Noah Dobson. Monsieur, finalement, un petit tour un peu basket parce que j'ai pas le choix de le mentionner. Cette transaction-là de Giannis Antetokounmpo à Miami, au grand plaisir de Félix d'ailleurs qui est passé. Là, c'est la Summer League. Fait que là, aux plus gros arénas à Las Vegas, les gens y vont, profitent de l'endroit, tout ça. Puis là, on apprend cette semaine. Bam Adebayo et Tyler Hero, maintenant anciens coéquipiers, décidé que c'était pas juste sur le plancher qu'il allait avoir de l'action, mais aussi en dehors. On a décidé de suivre un petit match de boxe clandestin. Non, mais pour vrai, ça sont battus. La culture, Mio, la culture du hit. Culture du hit. Mais honnêtement, les boys, là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a payé pour voir le match de Conor McGregor en fin de semaine, là, pour y avoir été en personne, là. Mais imaginez, vous auriez pu conserver cet argent-là puis être dans l'hôtel pour voir Bam Adebayo puis Tyler Hero se frapper dessus. Écoute, je connais une personne qui était à Vegas pour le combat de McGregor. C'était même pas pour McGregor qui avait acheté les billets, c'était fait avant, il était là et il m'a dit, de ce que j'ai compris, c'était la pire soirée de sa vie. Fait que vraiment, ceux qui étaient là ont regretté leur expérience. Je suis sûr que le combat Hero Adebayo, vraiment, ça aurait pas été meilleur. Puis écoute, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire, je l'ai suivi un peu de loin, je vais être honnête, mais de ce que j'ai compris, c'est Adebayo qui a frappé Hero. Et si Hero a juste nargué Bam en disant que ça n'avait pas rapport qu'il soit le deuxième meilleur pointeur en un match de l'histoire de la NBA, c'est justifié. C'est justifié, j'ai pas de problème avec ça. C'est une blague, c'est une blague, évidemment, mais en tout cas, je comprends. Je comprends pourquoi Hero a dit ça. Le statement que tu peux dire que Bam Adebayo n'a aucune business d'avoir fait 83 points et être le deuxième match le plus productif, c'est pas faux.
Là, ça s'envoie des jabs sur Instagram aussi en même temps. Je pense que ça s'envoyait des jabs aussi sur Instagram un peu. J'en fais. Puis ça m'amène, je pense, au sujet que je voulais amener cette semaine. Honnêtement, là j'ai checké cette semaine. Là, je voulais juste être vraiment sûr pour voir si c'est pas sorti. Les horaires de la NBA sont pas encore sortis. Mais on est entre nos trois, là. Si Adam Silver et je sais pas, du gars ou de la fille qui est responsable du calendrier de construire tout ça, là, t'as un job à faire. Le retour de Giannis à Milwaukee, tu mets ça le 25 décembre. T'as pas le choix. T'as pas, à la limite, OK, tu peux mettre un match Heat Bucks à Miami pour, mettons, le premier match entre les deux. À la limite, tu peux faire ça. Mais le premier match de Giannis à Milwaukee dans l'uniforme du Heat, c'est genre le match de Noël à midi. C'est comme le time slot de midi le 25 décembre. C'est le match parfait pour ce genre d'affaires-là. La seule, tu vois, la seule chose que je me dis, peut-être que si LeBron finit à Miami, puis tu mets Miami-Lakers, je peux vivre avec ça. C'est la seule autre affaire que je me dis. Le Heat pourrait être impliqué dans un autre match, ça me dérangerait pas. Mais j'avoue qu'un retour de Giannis à Milwaukee pour Noël, j'embarque. Comme un retour de Jaylen Brown à Boston. Ça, Philadelphie-Boston. Ça, oui. Ça, oui. Classique match de Noël. Ça va se donner. Absolument. C'est un Thunder Spurs pour finir la soirée. Il n'y a pas 4 games à Noël habituellement? 5, me semble, je crois. Il me semble qu'ils font midi, 3h, 6h. Laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier l'information. Là. J'ai l'impression que le Thunder va être impliqué, les Knicks vont être impliqués. Thunder Knicks, même petit Thunder Knicks, même petit. Écoute, Philly-Boston, ça me semble être un bon. Mettons le Philly-Boston à Boston pour le slot de 19h, heure de l'Est. Ça le fait. Puis tu mets genre Thunder Spurs à 22h. Merci, bonsoir. Tout ça pour qu'au final, la NFL, qui prend juste de l'expansion sur Noël depuis quelques années maintenant déjà, vole le spotlight. Puis, tellement hâte qu'on se reparle, genre, dans 2 semaines quand ça va sortir. Puis, on va avoir un match de 19h. Hawks, Wizards. Oh non. Non, honnêtement, ils sont pas si big. Mais il y a tout le temps un match bizarre. Il y a tout le temps un match que tu dis tellement pas rapport de faire ça à Noël. Tu sais, genre Nuggets contre, je sais pas moi, une autre équipe dans l'Ouest qui est Nuggets Lakers, genre, quelque chose dans le Non, mais tu sais déjà que peu importe ce qui va se passer, le time slot de 22h, 22h30, ça va être genre Lakers Warriors. C'est clair. Ouais. Mais là, il n'y a plus LeBron James. Surtout si LeBron s'en va aux Warriors. Quoique, ça semble de moins en moins possible, ce qu'on entend dire dans les derniers jours. Là. Ouais, écoute, j'ai aucune idée. On s'en va pas là-dessus aujourd'hui. Sérieusement, je n'ai jamais été aussi mélangé sur est-ce qu'un gars s'en va. Mais bon. Mais écoutez, je pense qu'on s'entend que Jaylen Brown, réunion avec les Celtics, regarde, les Celtics ne seront pas méchants. Mais bon, que voulez-vous? Hey, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de l'épisode. Écoutez, dernière fois, vous êtes tellement nombreux, comme vous l'avez entendu là, en début d'épisode. Je pense que c'était presque 143 commentaires là, pour juste Patrick Kane ou Anthony Manta. Lequel des deux? 0, 1, 2, tu sais. Continuez de le faire. Puis si vous ne le faites pas, venez rejoindre toute la grosse gang qui fait ça sur Facebook. Puis écoutez, vous êtes presque 1600. Fait que, même plus que ça, on a topé le 2000, je pense. Ta gueule. Je pense qu'on. Mais je sais qu'on a dépassé le 1600, là. Je suis pas mal sûr. Je vais juste je vais aller voir officiellement. On n'est pas encore dans le 2000. On est dans 1900 que. Ça commence. Tu sais quoi? On tombe en vacances dans 2 semaines. Maintenant, il reste ce show-là puis 2 autres. Là. Je vais être à 2000 avant qu'on tombe en vacances. Et voilà. Vous savez quoi faire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook. Ça va être fun. On va célébrer en vous donnant un câlin virtuel, I guess. On va envoyer des emojis de câlin. Ça va le faire. Hey, écoutez, à surveiller cette semaine, pas grand-chose.
Match de Coupe du Monde, essentiellement, je veux dire, on va avoir les T'as demi-finales. peu. Il y a quand même le concours des circuits lundi, match d'étoiles mardi. Ah Pour les oui, fans de oui, baseball, là. oui, pour les partisans de baseball, vous avez cet événement qui, encore une fois, je le répète, n'aura pas, par contre, Shohei Ohtani et Aaron Judge. Shohei Ohtani, d'ailleurs, qui a frappé un coup de circuit cet après-midi, mais Oui. ce ne sera pas au match des étoiles. Mais sais-tu, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les fans de baseball à surveiller cette semaine, Mio? Dimanche soir, un live de la triple menace avec les gars de Passion MLB à 8h. On le répète encore. Soyez là, soyez nombreux. On a vraiment hâte de jaser de balle avec vous. 8h dimanche soir. À peu près tapante. J'assume qu'à 8h exactement, on va être en direct. Donnez peut-être 1-2 minutes. Donnez un petit buffer d'1-2 minutes. Là. Mais d'après moi, à 8h exactement, on va être en direct avec les boys de Passion MLB. Ça va être un show vraiment, vraiment le fun. On va revenir sur la fin de semaine du match des étoiles. La semaine du match des étoiles. L'action qui va être recommencée. Et la date limite des transactions qui approche. On a bien hâte de voir l'avis de Charles-Alexis et de Sébastien sur différents noms qui circulent. Tarik Skubal, est-ce que les Blue Jays vont être acheteurs? Est-ce qu'ils vont être vendeurs? Qui va débarquer chez les Yankees? Est-ce que les Red Sox vont acheter finalement? 9 victoires de suite! Ah! Let's go! Est-ce que les Dodgers vont aller chercher un autre gros nom? Est-ce que toutes ces questions-là, mesdames et messieurs, la réponse la semaine prochaine avec nos prédictions toujours extrêmement précises avec les gars de Passion. Et pertinente. Toujours pertinent. Toujours pertinent. Pas qu'ils en ont besoin. Pas qu'ils en ont besoin dans leur enclos, mais si les Dodgers de faire l'acquisition de Tarik Skubal, je pense que je casse tout. Ils n'ont pas besoin. Genre vraiment, il y a comme pas... Prépare-toi, Mio. Prépare-toi. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Mais, man, si Le ça côté arrive, obscur, Mio aura toujours raison. man. C'est l'Empire du Mal. Tu peux rien faire contre l'Empire du Mal. Ils vont voler Dans une feu, saison tu de peux te cacher, ils vont triompher pareil. Un peu, oui. Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de la Triple Menace. D'ici là, vous aurez de disponible jeudi matin sur la plateforme de votre choix. Oui, même en format vidéo sur YouTube. Le Salon de Mio, ma petite revue de presse là, hebdomadaire d'une quinzaine de minutes. Bien mollo, simple et convivial. Alors, d'ici là, sinon, on se donnera rendez-vous au prochain rendez-vous presque régulier, presque nouveau, presque superbe de la Triple Menace. Je commence à manquer de qualificatifs. Bref, bonne semaine à tous et à la prochaine.